Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on va vous parler des doubles personnalités et des personnalités multiples. Quoi? Non, mais c'est pas la même chose. Trait de personnalité, trouble de personnalité, personnalité multiple, mais il me semble que le mot personnalité, ça doit être la même chose. Non? OK. Explique-moi ça. Donc, bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy et aujourd'hui, on ne va pas aborder les doubles personnalités, les personnalités multiples. Non, on n'abordera pas ça. Mais on va plutôt aborder les traits de personnalité et les troubles de personnalité qui sont un sujet totalement différent. Donc, on a tendance à confondre un peu tout ce qui inclut le mot personnalité. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un trait de personnalité, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de personnalité. On va essayer de répondre, démystifier un peu le sujet. C'est important de comprendre que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une petite partie de qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait des études d'une dizaine d'années pour étudier la psychologie. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Mon objectif ici, c'est plutôt de vous vulgariser un peu qu'est-ce que c'est les traits de personnalité pour vous aider à au moins comprendre, essayer d'identifier un peu parfois si on a des traits de personnalité, parce que oui, on en a tous et nous verrons pourquoi. Donc, en fait, pour commencer, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre trait de personnalité et trouble de personnalité, effectivement. Donc, dans ce sens, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de personnalité? C'est une manière de voir les choses, une attitude, un schéma comportemental par rapport à certaines situations. Donc, c'est un peu un état d'être qui, quand on parle d'un trouble, va nous causer des difficultés de fonctionnement, qui va nous causer des difficultés d'adaptation, qui va causer une certaine souffrance et une certaine rigidité, qui va faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à s'adapter socialement, au niveau relationnel, au niveau personnel, dans certaines situations, que ce soit à l'école, au travail, avec les amis, dans les relations amoureuses, etc. Donc, un trouble de personnalité, comme je dis, c'est une manière d'être, de penser, de réagir, qui va engendrer une certaine souffrance ou qui va engendrer certaines difficultés de fonctionnement pour nous ou pour les autres. Donc, quand on parle d'un trouble de personnalité, c'est une manière d'être rigide qui reste dans une ou plusieurs sphères de vie. Ici, il n'y a pas tout le monde qui a des troubles de personnalité. Donc, un trouble de personnalité, c'est quelque chose tout de même rare. Il y a un certain pourcentage de la population, mais ce n'est pas tout le monde. Même si dans le langage un peu populaire, on va utiliser le terme trouble de personnalité de manière un peu surutilisée. Par exemple, il est donc bien narcissique. Arrête de faire ton histrionique. Tu ne serais pas un peu dépendante? Donc, ici, trouble de personnalité, on garde en tête que c'est une petite partie de la population. C'est quand vraiment ça engendre une difficulté de fonctionnement, qu'il y a une rigidité, que ça engendre de la souffrance pour la personne ou l'environnement de la personne. Maintenant, ce qu'on va essayer d'explorer un peu plus en détail, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu plus ce qu'on appelle les traits de personnalité. Donc, il faut voir en fait ce qu'on appelle les traits de personnalité, non comme une catégorisation dichotomique, donc j'ai ou j'ai pas, mais plutôt sur ce qu'on dirait un continuum. Donc, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a diverses zones de gris. Donc, dans ces zones de gris, c'est que chaque personne a ses traits de personnalité-là et on a, dépendamment des situations, parce qu'ici, il y a de la flexibilité et de l'adaptation, et dépendamment de comment on se sent, on va agir, réagir, avoir certains schémas relationnels adaptés ou inadaptés dans certaines situations. Pour clarifier un peu les choses, j'aime bien utiliser l'image d'un casse-tête. Donc, en fait, les traits de personnalité, on en a tous, c'est des pièces de casse-tête, des pièces de puzzle qui nous composent en notre entièreté.
Donc, disons, je suis ici, mais je suis composée de plein de pièces de casse-tête qui se superposent. Et parfois, dans certaines situations, il y a des pièces de casse-tête qui vont prendre plus de place, qui vont être plus grosses, plus imposantes. Puis, il y a des pièces de casse-tête qui vont être tout petites, presque inexistantes. Donc, quand on parle de traits de personnalité, on a tous des traits de personnalité qui varient selon les situations, selon les moments dans notre vie, selon les circonstances, sur un continuum, donc qui, si on enlève les extrêmes, qui part de 1% à 99%. Maintenant, si on essaie d'explorer ça un peu plus en détail, essayons de voir qu'est-ce qui compose ce magnifique casse-tête de personnalité. J'ai utilisé un modèle, encore une fois, qui était utilisé dans le DSM, donc le manuel diagnostic de la santé mentale, qui était utilisé précédemment, donc la version antérieure dans le DSM-4 et antérieure. J'ai utilisé le modèle qu'on appelle des clusters ou des groupes ABC. Autrefois, les troubles de personnalité, incluant ainsi les traits, étaient divisés en 3 catégories. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais bon, c'est une classification qui était utilisée. Maintenant, dans le DSM-5, les choses sont faites différemment. Pourquoi est-ce que je vous présente l'ancienne version des choses? Parce que c'est encore utilisé au niveau clinique, pas pour faire des diagnostics officiels, mais pour essayer de comprendre certains patterns, justement, comportementaux et des manières de penser. Et ça permet aussi de bien catégoriser les choses. L'objectif n'étant pas ici de s'auto-diagnostiquer, mais vraiment de juste faire ressortir, essayer de comprendre certaines manières d'être, de penser qu'on peut avoir dans certaines situations. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sûr que je vous invite à aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec, d'aller chercher de la documentation sur le site universitaire, de la documentation sur les troubles et les traits de personnalité, ou je vous invite à entamer une formation dans le domaine, c'est passionnant. Donc, c'était catégorisé autrefois en 3 catégories. Catégorie A, B et catégorie C. Dans la catégorie A, il y avait 3 troubles de personnalité. Encore une fois, ici, trouble, c'est quand ça nuit au fonctionnement et c'est rigide. Moi, ici, j'apporte plus au niveau des traits de personnalité sur le continuum. Donc, le premier, on parlait du trait de la personnalité paranoïde ou trait de la personnalité méfiante. Donc, si le nom le dit un peu, c'est des personnes qui vont avoir cette tendance-là à avoir une certaine méfiance envers autrui. Cette méfiance-là est associée notamment à la peur d'être trahi ou à l'impression que les gens leur veulent du mal. Pas nécessairement du mal physique, mais ça peut être du mal émotionnel, affectif. Donc, c'est des personnes qui vont présenter une certaine méfiance ou vont être dans la suspicion par rapport aux autres. Une approche qu'on va dire, c'est des gens qui sont difficiles d'approche. Deuxièmement, il y avait le trait de la personnalité schizoïde. Donc, ça, c'est des personnes qui avaient tendance à avoir un désintérêt envers les gens. Donc, des personnes qui apprécient être seules et même au-delà de ça, qui ne ressentent pas le besoin d'être en interaction sociale avec les autres. On a souvent cette image-là d'une personne qui, sans vouloir être trop stéréotypique, mais une personne qui fait certaines collections dans son sous-sol ou une personne qui voit qu'il y a peut-être 1 ou 2 amis très, très proches et c'est suffisant pour eux. Troisièmement, trait de personnalité schizotypique. C'est des personnes, en fait, qu'on va catégoriser de bizarres, d'excentriques. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à réagir de manière un peu étrange ou déplacée dans certaines situations. Donc, des gens qui vont éclater de rire dans une situation un peu malaisante ou des personnes qui vont parler en utilisant des métaphores, des citations de films, donc qui sont un peu bizarres. Deuxième catégorie, la catégorie B. Donc ici, il y a 4 traits de personnalité. Tout d'abord, il y a le trait de personnalité antisocial. Personnellement, je le place à une catégorie à part, mais dans cette classification-là, c'est inclus dans la catégorie B. Trait de personnalité antisocial, c'est des gens qui vont un peu être, en fait, qui vont être mal intentionnés envers autrui, qui vont avoir même un mépris envers les autres. Ce mépris-là se représente en travers l'utilisation de la tromperie,
de la manipulation, du mensonge, qui vont être même marginales et qui vont confronter l'autorité volontairement. Deuxièmement, un trait de la personnalité borderline ou fameux trait de personnalité limite. Un trait de personnalité qu'on entend beaucoup plus parler, qui est comme assez vulgarisé dans les médias sociaux, dans la culture populaire. Trait de personnalité borderline. Donc, on parle en fait de personnes qui vont vivre intérieurement un sentiment de vide, une peur de l'abandon, qui vont essayer de combler à travers des comportements qui peuvent être considérés comme extrêmes ou impulsifs. Que ce soit des comportements dangereux, que ce soit des comportements de consommation extrême, des comportements sexuels à risque, des comportements qu'on va juger comme un peu impulsifs et compulsifs. Par exemple, l'achat compulsif. Donc, c'est comme une manière d'essayer de gérer les émotions et cette instabilité-là émotionnelle à travers leurs actions. Troisièmement, le trait de personnalité narcissique, qui est aussi assez vulgarisé et utilisé dans la culture populaire. Trait de personnalité narcissique, on parle de personnes qui sont en fait très fragiles émotionnellement. Donc, leur ego, leur image de soi est très fragile. Mais ils vont essayer de cacher ça sous une survalorisation d'eux-mêmes, parfois même une dévalorisation des autres, et ils vont le cacher derrière cette image d'eux-mêmes grandiose. Donc, c'est un peu cette image-là de « je me mets sur un piédestal pour démontrer que je suis fort » quand à l'intérieur de moi, j'ai un petit enfant fragile. Quatrièmement, trait de personnalité histrionique. Ici, on parle de personnes à la personnalité flamboyante. Donc, c'est des gens qui ont ce besoin d'être vus et d'être aimés, le besoin de plaire. Autant plaire dans la séduction que plaire au niveau amical et relationnel. Donc, c'est des gens justement qui peuvent s'habiller de manière flamboyante ou de manière séductrice. C'est des gens qui vont avoir tendance à parler fort, à prendre beaucoup d'espace. C'est le genre de personnes que quand ils rentrent dans une pièce, on le remarque. Troisième catégorie, la catégorie C. Alors, tout d'abord, on a le trait de personnalité évitante. Ici, trait de personnalité évitante, on parle de personnes qui ont la crainte d'être jugées. Ils ont tellement peur d'être jugés ou d'être critiqués qu'ils vont souvent être dans l'évitement des situations qui peuvent être perçues comme dangereuses. Exemple, éviter les situations sociales, éviter les situations compétitives, éviter les situations familiales. Donc, certaines situations dans lesquelles ils vont sentir qu'ils pourraient être jugés ou critiqués vont avoir tendance à l'éviter. Deuxièmement, trait de personnalité dépendante. Ici, il y a deux petites choses. Il y a la dépendance affective et la dépendance fonctionnelle. Dans les deux cas, on parle de personnes qui ont la difficulté à prendre l'initiative et qui ont la difficulté à faire les choses seules et qui ont besoin d'être prises en charge. Autant au niveau fonctionnel, quelqu'un qui n'est pas capable de sortir tout seul, d'aller faire l'épicerie ou qui ne va pas entreprendre des cours de danse seul. Autant au niveau affectif, quelqu'un qui a besoin d'être constamment rassuré, qu'on l'apprécie, qu'on l'aime. Troisièmement, enfin, trait de personnalité obsessionnel compulsif, le POC, et non le TOC. Le POC, ici, on parle de personnes qui vont accorder une immense importance à l'ordre et au respect des consignes, des valeurs. C'est des gens qui parfois vont avoir des idéologies un peu strictes, un peu rigides. L'importance de l'ordre, la minutie. En lien un peu aussi avec le perfectionniste. Donc, c'est des gens qui ont la difficulté, ou même que parfois c'est inacceptable de tourner les coins ronds et de mal faire les choses. Pour ceux qui me suivent, qui m'écoutent, peut-être que ça va sonner une petite cloche et ça va vous rappeler la capsule que j'ai faite sur l'anxiété de performance. Effectivement, plusieurs personnes avec de forts traits de personnalité obsessionnelle compulsif ont aussi de manière comorbide de l'anxiété de performance. Donc, on voit qu'il y a des éléments, justement, notamment avec l'anxiété, que plus que nos traits de personnalité sont forts, sans nécessairement être un trouble de personnalité, mais plus que nos traits de personnalité sont forts,
plus que ça augmente les probabilités de développer des troubles de personnalité. Ben, oui, troubles de personnalité, mais des troubles diagnostiques aussi. Un trouble diagnostique, par exemple, trouble anxieux, trouble de l'humeur, etc. Donc, c'était la catégorisation. Ici, comme j'ai nommé, ancienne catégorisation, qu'on utilise quand même parce que ça clarifie un peu les choses. Par contre, dans le DSM-5, ils ont retiré les catégories, puis ils ont retiré certains troubles de la personnalité, j'imagine, qui étaient moins courants, qui représentaient moins la partie de la population. Ils ont mergé ensemble en 6 troubles de personnalité. Donc, ceux qu'on retrouve, c'est le trouble de la personnalité schizotypique, trouble de personnalité antisociale, trouble de personnalité narcissique, trouble de personnalité borderline, trouble de personnalité évitante et le POC, trouble de personnalité obsessionnelle compulsive. Donc, il y en a 4 qui ont pris le bord, qui ont été comme inclus dans les autres. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, c'est sûr qu'au fur et à mesure que j'ai nommé, sûrement vous avez pensé à des gens de votre entourage, puis vous vous êtes dit, il me semble que cette personne-là, elle est un peu histrionique. Elle, sûrement qu'elle a des traits de personnalité évitantes. Il me semble que je suis un peu POC. Puis, c'est ça qui est intéressant parce que l'objectif ici, c'est pas de se mettre dans des cases, mais c'est s'essayer en fait de mieux comprendre certaines parties de soi. De mon côté, à travers ça, j'ai pu comprendre que, effectivement, j'ai des traits de personnalité évitantes qui parfois, la pièce de puzzle prend beaucoup de place dans les situations sociales. Et j'ai des traits de personnalité POC, puis ça prend beaucoup de place dans des situations scolaires et académiques. Mais ce n'est pas les pièces de puzzle qui prennent toute la place et ça change selon les situations. Dans ce sens que je ne suis pas très POC dans ces situations sociales et que je n'ai pas vraiment traits de personnalité évitants qui prennent beaucoup de place quand je suis confortable à la maison. Donc, c'est ça l'important ici, c'est de ne pas être rigide dans nos traits de personnalité. Ça fluctue à travers le temps et sur ce continuum-là. Maintenant, comme j'ai nommé tout à l'heure, c'est sûr que si vous voulez en savoir plus, parce que ça, c'est une petite surface, je vous invite à lire sur le sujet les troubles de personnalité, la classification des troubles de personnalité dans le DSM-5. Je vous invite à aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec et d'autres ressources assez fiables par rapport aux universités. Je vais vous mettre des liens aussi dans les commentaires si jamais vous avez plus d'informations. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur les traits de personnalité. Je vous invite à continuer de me suivre. À chaque semaine, je présente d'autres petites capsules de vulgarisation des concepts et techniques utilisés en psychologie clinique. Et je vous invite bien sûr à suivre le blog Ludipsy ainsi que la page Facebook et la chaîne YouTube de Ludipsy. Donc, merci à tous, puis au plaisir de vous revoir. Bye bye!